Donc là on est fin mai, on est sur une planche qui a été cultivée depuis à peu près 7 ans. Avec du coup ça fait depuis 7 ans qu'on a apporté de la matière organique très carbonée. On va voir comment d'un sol pauvre, en fait, qui est un sol de coteau avec à peu près 30 cm de terre, plus ou moins fertile, comment on a transformé le sol. Et là du coup on va enlever la bâche et examiner un peu ce sol qui s'est créé, organisé grâce à l'apport de matière organique carbonée. Je vais reprendre une motte de terre pour observer un peu la structure. Donc déjà, premier indice, c'est la facilité de pénétration du sol. Donc on utilise des pénétromètres, soit manuels, soit avec des indicateurs de pression. Mais là, simplement à la fourche, on peut se dire que déjà, il n'y a aucune pression pour rentrer et que ce sol-là, il est très facile à coloniser par les racines. Donc j'enlève une prémotte là. C'est même pas, voilà, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de faire un protocole bêche complet pour observer ce sol-là. Donc tout ce qu'on souhaite dans un sol, c'est ici, c'est-à-dire une matière grumeleuse, noire, carbonée. Voilà, donc qui se délite parfaitement. Alors ce qu'il n'y a pas, c'est les vers de terre, parce qu'ils n'ont pas certainement assez à manger encore en surface là, parce que eux il leur faut de l'alimentation en permanence. Mais ce sol-là s'est structuré naturellement, certainement avec d'autres composantes biologiques qui ont permis de cette création de grumeaux. Hein. Voilà, donc voilà, il n'y a rien à rajouter, si ce n'est que c'est vraiment impressionnant, puisqu'on arrive à le déliter juste à la main. Et là, est-ce qu'il y a de l'humide dans le sol? Il y a de la, pardon? Est-ce que c'est humide? Je pense que c'est... non, on sent de la... Voilà, une certaine... Ouais, une fraîcheur, hein. Mais comme l'eau, elle est fixée sur la matière organique, on la sent moins certainement que si elle était fixée sur de l'argile et donc on voit tout le profil et les 25 cm là, qui sont souvent les plus colonisés par les racines, qui est rempli de matière organique, quoi. Là sur cette parcelle, en fait, on a fait pendant 5 ans d'affilée des courgettes, oui, avec des rendements assez impressionnants. Et la seule entre guillemets fertilité qu'on a apportée, ça a été ou du broyat ou de la paille pour pailler de la matière organique pour pailler nos courgettes. Ok, d'accord. Donc là on arrive à la couche qui n'a pas été encore où la matière organique n'est pas encore descendue, mais bon, ça va continuer à se faire, quoi. Alors voilà, un habitant, c'est certainement une des clés du fonctionnement de ces sols. Donc c'est un cloporte. C'est le seul crustacé vivant à la surface du sol, donc c'est un crustacé de la même famille que les écrevisses ou les homards, hein. Donc il y a besoin forcément d'humidité pour vivre, et qu'on trouve dans ces sols-là. Donc l'indication, c'est que ces sols sont suffisamment humides pour entretenir cet arthropode, qui est un des éléments importants de la dégradation du bois. Parce qu'il y a, semble-t-il, des bactéries ou des champignons qui arrivent à faire un travail de décomposition de la lignine. Sur des articles scientifiques, là, il est expliqué qu'effectivement les cloportes ont cette capacité de désagréger un peu des matières carbonées. Et donc il y a certainement ces populations-là qui ont contribué à la diffusion, à la dégradation de cette matière carbonée. Parce qu'on ne trouve pas beaucoup de vers de terre, encore une fois, voilà, encore un autre cloporte, hein. Donc lui, il est toujours en recherche de matière à décomposer. On dit que, en gros, il y a 30% de la litière qui passe par son tube digestif et qui va ressortir en matière beaucoup plus simplifiée, qui sera réutilisée par d'autres chaînes de décomposition. Voilà, super, ça c'est magnifique. Donc ça c'est un myriapode, c'est l'autre famille qui décompose les sols. Donc ça c'est un décomposeur aussi.
il y a deux catégories de myriapodes. Alors voilà, ça c'est vraiment intéressant. C'est des organismes qui ont soit 2 paires de pattes par segment, soit une paire de pattes. Là, si on les regarde, ils ont 2 paires de pattes par segment, donc c'est des décomposeurs. S'ils n'avaient qu'une paire de pattes, ce seraient des prédateurs de ces décomposeurs. Donc, chaque chaîne alimentaire a ces organismes qui se nourrissent et d'autres qui les prédatent. Donc voilà, ça c'est des éléments intéressants. Vous voyez qu'on en voit plein. Donc je pense qu'ils sont à la base du recyclage. Voilà. Ouais, putain, ça c'est vraiment... c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment atypique ce matin. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc on n'a pas de vers de terre, mais on a des cloportes et des myriapodes. Isopodes, famille des isopodes, famille des myriapodes. Alors ça c'est certainement des regroupements de mycélium de champignons, parce que évidemment c'est des sols très carbonés. Les rares composants biologiques qui arrivent à attaquer la lignine et à faire que à la décomposer sont les champignons. Et quand on retrouve comme ça des réseaux d'ifs resserrés entre eux, c'est que c'est des canaux d'alimentation des champignons. Donc voilà. Putain, tu me l'enverras ce film parce que... Et chaque plant de courgette, 10-12 kg ça, ouais. par plant, quoi. Et là, t'as pas irrigué tes courgettes? Non. Mais là, on est en train de changer de système parce qu'on a mis de la bâche là, pour tuer les vivaces et on est en train de mettre des salades, quoi. D'accord, ok. Donc là, il doit y avoir des réserves en eau qui sont importantes, hein, du fait de cette matière organique très, très importante. Donc il stocke beaucoup d'eau. L'explication classique qu'on donne, c'est sur des sols très carbonés comme ça, il faut beaucoup d'azote pour le transformer en ce sol qu'on a vu. Et donc cette azote, d'où vient-elle? Elle vient, ce qu'on disait tout à l'heure, des organismes qui fixent l'azote de l'air, hein, mais qui ne sont pas en symbiose avec des plantes, donc des bactéries fixatrices libres, certainement. Est-ce que peut-être que le cloporte et le myriapode aussi mangent du carbone et peuvent sécréter de l'azote? Oui, parce qu'ils respirent aussi. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Il y a voilà, c'est ça, il y a certainement de tout ça, quoi. Parce qu'il y a des organismes qui ont des rapports C/N élevés, et quand ils mangent par exemple des bactéries qui ont des rapports C/N plus bas, en les mangeant, en les excrétant, ils relarguent de l'azote, puisqu'eux ont beaucoup moins besoin d'azote que les bactéries par exemple. Donc on peut penser qu'il y a cette chaîne-là qui s'est mise en place, qui a permis l'alimentation des plantes en azote grâce aux organismes, notamment les protozoaires qui sont très importants, et ceux que l'on a vus là, des organismes plus gros là, comme les cloportes et les myriapodes qu'on a vus là. On a peut-être mis un peu trop le focus au niveau agronomique sur l'azote et non pas sur le carbone des sols. Oui, ça c'est sûr que le carbone, on l'a placé complètement de côté dans les techniques culturales, puisqu'on sait que l'azote est indispensable à la production et que le carbone, il y en a plein, que la photosynthèse fait son travail. Mais effectivement, dans le sol, le carbone, il a été certainement pas pris en compte par rapport à l'importance qu'il avait, hein, pour la structure des sols et puis pour les équilibres, puisque c'est lui le distributeur d'énergie dans les sols en quelque sorte. C'est le carbone qui est l'essence des sols, avec la fixation qui fait de l'hydrogène, carbone-hydrogène. Et donc, s'il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de comburant ou de carburant dans les sols, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une leçon effectivement qu'on peut tirer des expériences que tu fais. C'est que des sols très riches en carbone arrivent à fonctionner correctement, voire au-delà, parce que y a toute une chaîne de restitution d'azote qui se met en place au-delà de la chaîne classique qu'on a l'habitude de connaître, quoi.